Salut Jocelyne, comment tu vas? Salut Gaël, je vais très très bien. Je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté l'invitation pour répondre aux questions des internautes et puis surtout de Sébastien et Elodie. Mais avant toute chose, est-ce que je pourrais te présenter histoire de voilà, que les gens sachent qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas déjà? Ben, écoute, d'abord je suis très très heureuse de cet échange avec toi, effectivement. Et je vais faire rapide. Je vais faire rapide. En fait, j'ai écrit un livre dans les années 2006 à peu près qui s'appelle Le coaching parental. Comment accompagner la réussite de vos enfants. Ce qui m'a donné l'envie d'écrire ce livre, c'est que j'ai accompagné des centaines de parents. Et puis tu sais, toi je sais que tu le sais, mais j'ai ensuite fait des émissions de télévision. À un moment donné, j'ai même remplacé Super Nanny sur M6. Voilà. Donc ça a continué à asseoir ma compétence et surtout ma passion pour la parentalité. Pour faire simple et court, voilà ce que je dirais. Pour faire simple, on va dire que tu es vraiment une experte dans le domaine du coaching parental, quoi. Si on peut faire simple et Une court. passionnée en tout cas, c'est sûr. Ça, c'est sûr, oui. Ça, je peux en témoigner. Ouais. Je confirme cela. Bon, on va faire, voilà, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Et donc, on va commencer avec la première question que Elodie nous avait posée. Je prends mes notes. Donc, Elodie nous avait Je t'en prie. demandé comment permettre à un enfant d'être heureux et surtout mettre l'accent sur ce qu'il peut accomplir seul. Vaste question. Alors, oui, on va dissocier les deux parties de la question. Comment faire pour qu'un enfant soit heureux, qu'il se sente heureux. Moi, je pense que c'est toujours important de rappeler aux parents que les neurosciences nous ont vraiment permis de comprendre qu'on a deux cerveaux, le cerveau gauche et le cerveau droit, et qu'il faut solliciter et stimuler les deux cerveaux chez un enfant, puisque je rappelle que le rôle d'un parent, c'est de l'éduquer. Et c'est très important parce que ce qui pourrait correspondre au cerveau gauche, si tu veux, qui est le cerveau de la logique, hein, logico-mathématique, le cerveau de la rationalité, c'est les règles. Et un enfant, on ne le dit pas assez, mais un enfant qui a de bonnes règles, qui a un cadre de sécurité, qui apprend peu à peu à respecter un certain nombre de conduites, tu vois, comme se laver les mains avant de passer à table, respecter des heures de repas, de coucher. C'est un enfant qui peu à peu peut apprendre à gérer les limites et surtout gérer sa frustration. Maintenant, trop de règles, c'est pas bon, et c'est pour ça que j'insiste aussi sur le cerveau droit qui est plus considéré par les neuroscientifiques comme le cerveau des émotions, de la créativité, de la découverte. Celui-là peut être sollicité par les parents en observant déjà son enfant, en lui permettant de faire de multiples activités. Et moi, je parle à ce moment-là d'un outil qui permet aux parents d'aller beaucoup plus loin. C'est peut-être aussi le sujet de cet entretien. C'est les intelligences multiples de Gardner. Gardner, Gardner. Je me Voilà, souviens pour les bien du parents terme, ouais. curieux. Voilà. Voilà. Et je pense que c'est important pour un enfant, puisque comment peut-il se sentir bien dans sa vie, comment peut-il avoir conscience de lui, mais c'est de lui permettre de découvrir son intelligence préférée, si tu veux. On a naturellement une préférence quand on vient au monde, on a des canaux d'accès au monde différents, et il y a 7 formes d'intelligence multiple que décrit Gardner, pour n'en citer qu'une, l'intelligence musicale par exemple, mais c'est d'observer, de permettre à ton enfant de découvrir pourquoi il est fait. Qu'est-ce qu'il aime faire et petit à petit travailler sur la conscience de moi, la conscience de toi. Et ça, si tu veux, le regard du parent est irremplaçable parce qu'il va l'aider à prendre confiance en lui à travers différentes expérimentations, différentes découvertes que le parent ne doit pas hésiter à diversifier pour répondre à ces 7 formes d'intelligence. D'accord. Donc si je Voilà. résume ce que tu viens de dire, donc c'est vraiment alors permettre, voilà, découvrir en fait quelles sont ces formes d'intelligence. Donc il faut quand même après, comme tu dis, se renseigner un peu sur ce sujet parce qu'il est très vaste et identifier un peu quelle est, on va dire, l'intelligence qui correspond le plus à celle de son enfant ou peut-être lui permettre aussi de faire plusieurs activités qui vont lui permettre surtout de toucher un peu à tout et que l'enfant par lui-même va vraiment s'orienter vers quelque chose qui lui plaît le plus. Et là, on pourra voir vraiment quelle est l'intelligence la plus développée, si je peux dire, chez l'enfant. Et tu as parlé aussi donc du cerveau droit, cerveau gauche, et aussi qu'il y a l'importance des règles aussi qu'il faut mettre en place, on va dire voilà, dans le cocon familial, si je peux dire. Ma question, ce serait un peu quelle est la limite, on va dire, de tout ça? Comment trouver l'équilibre entre tout ça? Parce que voilà, trop de règles tue les règles, des fois, comme on dit. Et pareil, voilà, trop de liberté aussi, ça va.
comment trouver l'équilibre entre tout ça, quoi. Alors, tu me permets de préciser un autre point fondamental que j'évoque beaucoup dans mon livre et que j'évoque beaucoup dans ma pratique. Ce que disent un peu les neurosciences et tous les médecins qui travaillent, tous les chercheurs qui travaillent sur le cerveau et notamment le cerveau de l'enfant, disent que ça y est, on en est sûr. La chose la plus importante pour permettre la construction saine et en pleine santé hein, d'un enfant, c'est de lui donner des signes de reconnaissance positive. Voilà. Donc les règles sont importantes, mais la règle doit avoir du sens et les parents ont tendance à poser trop de règles. Donc trouver des règles de vie, mais 3, 4, 5 maximum, j'ai envie de dire. Le reste, c'est de l'échange et de la communication. Et pour revenir aux intelligences multiples, pour préciser un peu par rapport à ta question, c'est ne pas hésiter à lui permettre de découvrir, ne pas hésiter à l'encourager, le féliciter, le soutenir parce qu'on en a besoin. Enfin, je dis on, tu vois, naturellement, parce que les enfants en ont besoin, nous aussi. Et ensuite, lui permettre de découvrir par lui-même, effectivement, en posant des questions ouvertes, lui permettre de découvrir qu'est-ce qui lui plaît le plus, qu'est-ce qui l'attire le plus, de le laisser lui-même se découvrir. Voilà. Voilà ce que je dirais. D'accord. Donc on va dire que le parent va être un peu un genre de guide qui va l'amener vers justement la découverte, mais c'est l'enfant qui va lui-même se trouver ce qui lui plaît, quoi. C'est pas aux parents d'aller imposer quelque chose en quelque sorte. C'est vraiment laisser Ben, ouvrir le champ des possibilités à l'enfant en quelque sorte et de lui donner, on va dire, les possibilités de lui-même découvrir ce qui lui plaît et d'aller vers ce qui lui plaît. c'est pour ça que j'ai écrit mon livre Coaching parental, en fait. Coaching parental, le livre que j'ai écrit à la suite de toutes ces expériences avec les parents, c'est pour, j'allais dire, rentrer dans une nouvelle façon d'éduquer ses enfants, c'est bien plus du soutien et de l'accompagnement que de l'éducation au sens strict du terme. D'accord. Ok. Justement, là, je pense que ça me fait rebondir aussi sur la deuxième question qui a été posée par Sébastien, parce qu'on fait un peu le rapprochement. La question, c'était comment donner les clés à un enfant pour qu'il soit en adéquation avec ce qu'il aime, comment l'encourager dans les voies qu'il peut choisir, même si elles sont hors normes. Et donc, ça rejoint, on va dire, ce que tu étais en train de dire. Est-ce que tu aurais des choses peut-être pour compléter, on va dire, et répondre à la question de Sébastien? Alors, oui, je vais compléter, même si ce qu'on a déjà dit par rapport aux intelligences multiples, s'assure, c'est vraiment d'une très grande aide. C'est pour ça que j'en parle, parce que moi-même, j'ai eu des enfants, ils sont maintenant grands, ils ont la trentaine. Et à un moment donné, pour mon fils, on se posait beaucoup de questions, lui et moi, j'étais divorcée à l'époque, et Thomas n'avait d'appétence enfin, avait pas d'appétence plus exactement pour les études et la scolarité, il ne voyait pas dans un bureau, il ne voyait pas derrière un ordi, enfin, on se disait, mais qu'est-ce que je ne trouvais pas et lui ne trouvait pas non plus. Et grâce aux intelligences multiples, on a découvert qu'en fait, son intelligence et son attrait naturel, il était caché dans ses gestes du quotidien. Il a l'intelligence naturaliste. C'est une des formes d'intelligence que décrit Gardner. Et l'intelligence naturaliste, c'est l'intelligence du vivant. C'est tout ce qui fait qu'on aime être en reliance avec la nature, avec la faune, la flore. Et comme tu le sais, il y a beaucoup de métiers dans ce secteur-là. Sauf que voilà, ça ne ressortait pas chez mon fils. Et donc, le premier élément important que je voudrais dire aux parents, c'est que leur rôle, c'est d'observer leur enfant. D'être vraiment, vraiment en observation et à l'écoute. Et ça n'irait pas sans un deuxième point fort du parent qui doit être d'être un bon communicant. Moi, je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, les parents passent si peu de temps à communiquer, c'est-à-dire à garder du temps, chaque jour, peut-être même une heure, hein, soyons fous, 1 heure, 2 heures, pour réellement être en relation, entrer en relation, d'abord entrer en relation qui est connecter, tu vois, connecter le regard, connecter les émotions, et échanger sur tous les sujets, sur tout ce qui s'est passé dans la vie d'un enfant, pour lui permettre petit à petit de se trouver. Là encore, si tu n'as jamais eu de parents qui s'intéressaient à toi, s'il n'y a pas de communication, comment veux-tu te connaître et te découvrir? C'est compliqué, tu vois. Et quant à la passion hors norme, ou un enfant qui voudrait faire quelque chose d'un peu hors norme, moi je me souviens du fils d'un de mes clients qui adorait le poker, tu vois, et ça peut être dérangeant pour un parent, ça peut être aussi manier les armes, hein, tu vois, enfin c'est un peu au hasard. Si tu poses un jugement sur cette activité, tu vas dire mais c'est nul, j'ai peur, je suis pas pour, il gagnera pas sa vie, il va se perdre. C'est faux.
en fait, tu découvres qu'à travers n'importe quelle passion, il y a des compétences clés, il y a des acquisitions de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Peu importe le métier que ton enfant va choisir, ou l'activité, ou même quelque chose qui ne rapporte pas, pendant qu'il fait ça, il se construit et il construit son identité. Donc, encourageons, toutes les passions sont bienvenues, encourageons-les. D'accord, donc c'est vraiment voilà, encourager la passion. Et comme tu dis, vraiment la clé, c'est dans l'observation. C'est vraiment que le parent doit être dans cette observation. Et justement, avec le livre que tu parlais, ça va permettre d'affiner, on va dire, un peu la vision que l'on a. Parce que comme tu l'expliquais pour ton cas, avec ton fils, où c'était peut-être pas forcément quelque chose de très visible, quelle était, on va dire, l'intelligence que ton fils avait, qui était vraiment celle qui était plus prédominante. Et donc, grâce en fin de compte à la lecture de ce livre et l'observation, c'est là où tu as pu te rendre compte qu'il y avait cette intelligence naturelle, qui n'est pas forcément quelque chose de très visible dans les gestes du quotidien. Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, Gaël. Ouais. C'est tout à fait ça. D'accord. Donc, ben, ça nous fait passer sur la troisième question, et qui est la deuxième question que Sébastien nous a posée, qui est comment aider les enfants à appréhender la violence du monde. Et donc, il avait donné un exemple, il avait dit que sa fille, Émilie, avait donné son goûter à une petite fille pour qu'elle joue avec lui, avec elle, pardon, et que la petite fille a pris le goûter, mais qu'elle l'a laissé en plan. Et que donc, voilà, pour lui, il s'est dit, mais comment on fait en fait pour que les enfants, leur dire qu'il faut se méfier, mais sans casser la gentillesse, sans casser l'empathie naturelle que peut avoir un enfant. D'accord. Ça, c'est une question super intéressante. Et puis elle aborde un sujet qui est moins positif, on va dire moins facile, mais qui existe aussi dans la vie des enfants parce que la violence, entre guillemets, elle est présente dans les relations avec les autres, elle peut être présente à l'école, elle est présente à la télé, elle est présente dans les médias, dans les réseaux sociaux. Moi, je vais te dire ce que je conçois comme coach. En tant que coach parental, ce que je crois profondément, c'est que la vraie violence dont il faut s'occuper, c'est celle qui est sur toi quand tu n'arrives pas à exprimer, premièrement, ce que tu ressens face à ce que tu vois, à ce que tu entends, et à ce que tu ressens par rapport à cette violence quand tu n'en comprends pas le sens. Voilà. Et là, on revient à la communication. C'est-à-dire que quand j'entends l'exemple de cette petite fille ou ce petit garçon avec le goûter, il y a une intention, il y a une déception, il y a peut-être un sentiment de trahison, pourquoi pas. Et le rôle d'un parent, c'est de permettre à son enfant d'explorer toutes les facettes, les incroyables milliers de facettes de l'intelligence émotionnelle. Et comment pourrions-nous faire pour explorer cela si nous n'vivions pas des expériences? Et tu sais, il y a un philosophe qui dit on n'apprend rien du bonheur. On n'apprend rien du bonheur parce que le bonheur, on le vit, c'est tout simple, il n'y a rien à retenir sinon d'être heureux. On apprend tout du malheur, de la souffrance, de la violence. Parce que là, il faut commencer à comprendre ce qui se passe. Et donc, je crois que le rôle d'un parent, c'est de faire dire à son enfant ce qu'il ressent. Quand il est tout petit, à 4 ou 5 ans, même avec des onomatopées, je me souviens de l'exemple d'un petit garçon qui avait eu un accident. Alors, c'est dans un des livres que je lis sur le cerveau de votre enfant, ça s'appelle Le cerveau de votre enfant. Le petit garçon a 4-5 ans, donc il a pimpon pour voiture de pompier, il dit boum pour le bruit de l'accident, il dit comme ça pour affronter sa peur, mais petit à petit, avec une maman attentive, il arrive à élaborer cette histoire dans son ressenti et il arrive à vivre ses émotions et à comprendre cette violence, à l'interpréter, à lui donner du sens. Je crois que notre rôle, c'est de dialoguer avec nos enfants sans se mettre à leur place, hein, sans, je dirais, leur donner nos propres jugements et nos propres valeurs, en leur permettant, eux, de comprendre ce qui se passe pour eux et de juste l'accueillir. Ça s'appelle l'écoute active. Tout à fait. Et donc, si je peux alors résumer ce que tu viens de dire, ça serait, on va dire, vraiment toujours dans cette idée de communication, donc de vraiment avoir des questions ouvertes sur l'enfant et de lui poser vraiment les questions sur qu'est-ce que lui, il a vécu en quelque sorte, que lui-même explique ce qui s'est passé intérieurement, justement, donc au niveau des émotions, le faire exprimer ses émotions, et tout en, comme tu dis, tout en gardant en tant que parent, ses propres préjugés, ses propres jugements, de garder ça pour soi, mais c'est vraiment que l'enfant doit exprimer ce que lui a ressenti. Et ce que moi j'ai pu voir aussi dans ce que j'ai pu, qui me fait rebondir dessus, c'est cette idée aussi quand même de se dire, on ne va pas le nier. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose qui est un peu, on va dire, qui a pu
bah, on va dire, rendre triste l'enfant ou bien le frustrer, quelque chose. Et au contraire, il faut lui faire exprimer cela, vraiment lui montrer que d'accord, il s'est passé quelque chose et maintenant on en parle. Et peut-être quelque chose aussi qu'on a souvent peur de faire avec les enfants en se disant oui, on va essayer de cacher un peu, non, mais t'inquiète, c'est pas important ça, non, mais c'est pas grave, le monde il est beau, joyeux, c'est le monde des bisounours. Alors que comme tu l'expliques, c'est dans le malheur qu'on apprend et que voilà, il faut forcément vivre toutes ces expériences-là pour justement apprendre quelque chose, tirer des leçons. Et on peut le faire dès le plus jeune âge. Pour moi, c'est exactement ça, Gaël. Tu as parfaitement résumé mon idée, en fait, ce que je transmets, ce que j'enseigne. C'est exactement ça. Et après, le grand travail, ça va être de s'entraîner à être ce parent-là, parce que c'est quand même pas si évident que ça d'être un bon communicant. Et peut-être je terminerai en te parlant de. Pour moi, les parents devraient lire au moins ce livre-là. C'est un livre à lire dans toute sa vie de parent. Enfin, j'espère qu'il y en a plusieurs autres, mais La communication non violente de Marshall Rosenberg, qui s'appelle Initiation à la communication non violente. Le sous-titre Les mots sont des murs, les mots sont des fenêtres, ou bien ce sont des murs. Et ça nous fait comprendre toute la subtilité des mots que nous employons, des vibrations que nous envoyons à nos enfants. Et Marshall Rosenberg nous apprend à communiquer non violemment. Moi, je crois profondément que bientôt, on parlera plus de communication non violente. On parle déjà de communication bienveillante, mais je crois qu'on ira encore plus loin. Voilà, on doit devenir des communicants bienveillants, positifs, constructifs, cerveau droit. Super. Bah, je pense que voilà, là tu résumes vraiment beaucoup de choses et dans cette dernière idée, vraiment, ça relie beaucoup de choses. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour bah, tes précieux conseils et vraiment d'avoir accepté encore une fois de répondre aux questions de Sébastien et d'Élodie. Je pense que voilà, il y a eu vraiment du contenu très riche et on part vraiment avec, je ressens vraiment beaucoup de choses très positives pour nous aider, vraiment de très bons conseils. Donc un très très grand merci à toi Jocelyne pour voilà, tout cette aide que tu nous as fait. C'est un grand plaisir et je terminerai par une proposition et je l'envoie aussi à tes auditeurs, à ceux qui regardent des vidéos. Pourquoi ne pas continuer cette aventure? Voilà, posez-nous des questions. Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait leur dire voilà, continuez à nous poser des questions. S'il y a des questions en lien avec la parentalité et le métier de coach que nous pratiquons tous les deux, pourquoi pas? Poursuivons ce dialogue. C'est intéressant, c'est enrichissant et moi j'adore échanger. Super, je te remercie beaucoup. Donc voilà, vous avez entendu, Jocelyne propose vraiment de continuer cet échange-là et de pouvoir répondre encore plus à vos questions. Donc toujours sur la parentalité, si vous avez encore des questions, mais aussi sur le métier de coach, sur tout ce qui peut toucher, on va dire, à la vie en général aussi, qu'un coach peut accompagner. Ben, n'hésitez pas, allez-y, on vous invite fortement à nous laisser vos questions en commentaire et on y répondra avec très grand plaisir. Merci encore mille fois, Jocelyne, pour tout ça et toute cette bienveillance, toute cette bonne humeur, cette énergie que tu mets dans tes réponses. À bientôt. À très bientôt. À tous. Allez, à très bientôt. À bientôt, toutes. Magnifique. À très vite. Bye.